Hop, je check tout. Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire BMC Software. Je m'appelle Fred Losso et je fais partie de l'équipe avant-vente de BMC en France. Aujourd'hui, on a un webinaire technique. On va être ensemble pour à peu près 45 minutes, 1 heure à la louche. Ça va dépendre un peu aussi des questions éventuellement que vous pourrez nous poser. Le webinaire sur lequel vous êtes connecté est actuellement enregistré, donc il sera possible de le rejouer dans quelques jours sur notre plateforme GoToStage. On enverra les informations nécessaires en temps et en heure. On va passer à l'agenda. Je suis accompagné, excusez-moi, je dois présenter mon collaborateur Olivier qui est avec nous, qui est connecté à distance. Bonjour Olivier, tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Vous m'entendez? Parfait. Oui, tout à fait, on t'entend très clairement. Et on a aussi Lydia qui est dans les coulisses, qui est la fée qui nous aide à coordonner tous ces webinaires et qui nous permet d'avoir accès à des plateformes qui nous permettent d'avoir quelque chose d'un peu professionnel. Je disais que le webinaire était enregistré. En ce qui concerne l'ordre du jour, alors tout est dans le titre, hein. Aujourd'hui, on va vous parler d'intégration avec les clouds publics, en particulier Azure et GCP. On va faire comment un survol global de ce que peut proposer l'automatisation de contrôle M sur ce type de plateforme. Et ça couvre aussi la partie BMC LX Control M, qui est notre version SaaS de Control M, disponible depuis 2018. Donc, on va couvrir un peu les deux pendants, les deux facettes de cette automatisation. Donc, n'oubliez pas que vous pourrez nous poser des questions. Il y a dans l'interface GoToWebinar une partie chat ou questions, enfin les deux existent. Et donc, vous pouvez nous poser des questions. Je vais faire, je crois, je peux poser, non, dans le chat, je peux poser un petit « ceci est un test ». Donc, si vous voyez que ça clignote, c'est moi qui ai posé un petit message. Et puis, il y a une interface question dans laquelle vous pouvez poser des questions. Donc, n'hésitez pas, c'est disponible pendant tout le webinaire et ça va pouvoir vous permettre d'interagir avec nous. On n'ouvre pas les micros, bien entendu, parce que sinon, il y aurait beaucoup trop de monde qui pourrait parler ensemble et ce serait un peu compliqué. Voilà. On va commencer par un petit Mentimeter. Donc, le but du jeu, c'est de pouvoir interagir et d'avoir déjà une première appréciation de la situation dans laquelle vous vous situez. Donc là, tu peux appuyer sur Play, sur Present. Donc, vous connaissez le principe de Mentimeter. Vous allez avoir un code qui apparaît sur l'écran, qui est le 1768 1852. Qui est le lien. Alors, il faut aller se connecter sur www.menti.com, comme c'est expliqué dans la petite phrase qui est dans la petite ligne qui est tout en haut. Donc, je vous invite à le faire. L'optique étant de savoir en 3 slides où vous vous situez. On a actuellement une vingtaine de personnes connectées. Et la première question, c'est est-ce que vous utilisez du cloud public? Alors, les 4 possibilités sont oui, en production. Oui, mais pas encore en production. Peut-être que c'est une stratégie de votre entreprise de ne pas le proposer en production, mais juste de le proposer dans le cadre du développement. Il y a pas mal d'entreprises qui font ça aussi pour réduire les coûts du développement parce qu'on peut arrêter les machines la nuit. Non, pas encore, mais ça va venir. On se pose des questions. Le cloud public, notamment en Europe, n'est pas si déployé que ça parce qu'il y a des questions au niveau de GDPR, bien sûr. Et la dernière option, c'est non, jamais. Si vous cliquez là-dedans, j'aurais tendance à dire, mais qu'est-ce que vous faites connecté sur ce webinaire? Mais bon, ceci est une autre question. Donc, on a une vingtaine toujours de personnes connectées. Menti.com, n'hésitez pas à mettre votre réponse dans le système. On n'a que 3 questions. Ça va, vous allez survivre. On a 6 personnes qui ont mis leur réponse. 8. Allez, on y va. Alors évidemment, il y a des BMC qui sont connectés. Évidemment, les BMC ne sont pas supposés répondre à cette question. Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent de la même entreprise. C'est pas grave. On va avancer. Si tu peux passer au slide suivant.
flèche de droite. La deuxième question, évidemment, c'est quel cloud public utilisez-vous? Alors, est-ce que vous êtes plutôt AWS, plutôt GCP, plutôt Azure? Peut-être que vous en utilisez un autre, ça peut être Alibaba ou d'autres systèmes. Et il y a la cinquième option qui est puisque je vous dis que je ne veux pas utiliser de code public. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont paumées, qui sont connectées quand même. Voilà. C'est très, très bien réparti. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va parler principalement d'Azure et de GCP. Très bien. Voilà. Là, on a beaucoup de réponses. C'est Sachant très qu'on bien. a mis, c'est un peu mono-choix, alors qu'il y a peut-être des entreprises qui sont multi-cloud. C'est vrai. D'ailleurs, sur ce slide, enfin sur cette question en particulier, vous pouvez cocher plusieurs cases. Donc, ce n'est pas problématique. Vous pouvez choisir plusieurs providers de cloud. Là aussi, à l'échelle du marché public, marché français, pardon, et du cloud public, il y a beaucoup de sociétés qui ont préféré avoir plusieurs fournisseurs de telle manière à pouvoir faire jouer la concurrence et ne pas être dépendant d'un seul fournisseur. Dernier slide, dernière question. Avez-vous déjà testé l'application Integrator de Control-M? Alors, pourquoi cette question? C'est tout simplement parce que la majorité des intégrations qu'on va présenter aujourd'hui sont directement fournies au travers de l'application Integrator. Donc, on va détailler exactement de quoi il en retourne. C'est un module de Control-M, mais qui est fourni par défaut et qui permet de charger de nouveaux types de jobs qui vont s'ajouter à la palette des traitements disponibles dans la définition des jobs Control-M. Et du coup, c'est par cet intermédiaire qu'on va pouvoir interagir depuis Control-M vers les clouds publics en tirant parti soit de lignes de commande, mais c'est très rare. Dans le principal des cas, on utilise plutôt les API REST avec l'utilisation de tokens. Donc, il y a 4 personnes qui ont déjà utilisé des jobs venant du hub. Alors, au début, le produit était un peu frais. Application Integrator a vécu des petits moments de jeunesse qui étaient un peu difficiles. Donc, c'est plutôt cool de voir que globalement, les personnes ont été convaincues de son usage, sachant qu'il vit encore des étapes d'amélioration qui sont faites très régulièrement au travers des fix packs de Control-M. 3 personnes disent non, je n'ai pas encore testé, mais je sais ce que c'est que l'application Integrator. Et 3 personnes n'ont jamais vu Application Integrator. Donc, on va prendre ça en Alors, je compte pour dis la à suite. ces trois personnes qui ne savent pas ce que c'est, que nous organisons régulièrement des workshops, donc des ateliers autour d'applications Integrator, où on a un cahier d'exercice, on explique ce que ça fait, et ensuite on peut, par des exercices, créer des intégrations, notamment, toutes celles qu'on va vous présenter aujourd'hui ont été développées par une de nos équipes internes BMC avec cet atelier de développement qu'on appelle Application Integrator. Et rien n'empêche de créer vous-même vos propres intégrations si vous souhaitez le faire. On a plein de clients qui ont fait des choses comme ça. On a, je pense en particulier à l'intégration Chronos, si vous utilisez ce produit-là, qui a été faite par un client parce qu'il en avait juste besoin et il s'en est parfaitement bien sorti. Et on a aussi d'autres développements qui sont en cours avec d'autres clients. Je citerai notamment SAP Business Object, qui est en train d'être développé, je devrais dire redéveloppé parce qu'il exigeait en termes de contrôle module. Et là, il est redéveloppé en termes de type de job par l'application Integrator. Voilà. Merci pour vos réponses. On va repasser sur la présentation. Alors, une petite partie un peu générique pour rappeler les enjeux de ce dont on va parler aujourd'hui. Déjà, pour vous rappeler que Control-M existe en 2 versions différentes maintenant. Je le rappelais tout à l'heure depuis 2018. Donc, il y a la version historique de Control-M qui est on-premise, qui est donc ici symbolisée à gauche avec BMC Control-M. Donc ça, c'est la version qui s'installe en dur, entre guillemets, sur une plateforme avec des agents à droite à gauche et une communication qui est faite par port TCP 7005-7006. Il est tout à fait possible de l'implémenter dans des clouds publics, mais à ce moment-là, il faut que vous-même vous chargiez les kits d'installation sur la machine distante dans AWS ou GCP ou Azure ou autre, et vous allez donc déployer Control-M, EM, Control-M Server et des agents dans le cloud, et c'est tout à fait supporté, il n'y a aucun problème.
et vous allez déclencher des traitements. Il y a je dirais que dans le cadre d'une architecture comme celle-ci, il va y avoir des questionnements qui vont se poser en termes d'ouverture de port, parce que le contrôle M on-prem fonctionne avec une communication entre le contrôle M serveur et les agents qui est à bidirectionnel, ce qui est normal, avec les ports 7005 et 7006 qui servent de connexion, qui peuvent être changés bien sûr à la demande. Et donc, si vous faites notamment des synchronisations de traitement entre le cloud public et le legacy, c'est-à-dire ce qui est on-premise, eh bien, il va y avoir des questions de bastion à se poser, des questions de sécurisation à se poser. C'est des questions que nous posent très, très régulièrement des clients qui implémentent dans ce type de situation. Et puis, sur la partie droite, vous avez notre solution qui existe donc depuis 2018, qui est déjà implémentée chez certains clients en France et en Europe et aux États-Unis, qui est BMCLX Control M, donc qui est la version SaaS de Control M, ce qui veut dire que là, vous souscrivez à un abonnement qui vous donne droit à un certain nombre d'exécutions chaque jour. Donc, ça commence, si je ne dis pas de bêtises, à 500 exec par jour. Corrige-moi si je dis des bêtises, Olivier. Et pour le coup, là, vous avez mis à disposition un tenant, qui est votre tenant, dans lequel il va y avoir un contrôle EM et un contrôle M serveur qui vont être installés. Il y aura aussi un contrôle M agent, mais sur lequel vous n'aurez pas d'accès, vous ne pourrez pas exécuter des traitements dessus. Et ce tenant va se synchroniser avec des agents que vous allez installer n'importe où, dès lors que cet agent installé peut avoir accès à Internet. Donc là, on ne passe plus par le port 7005-7006, on va passer par le port 443, qui est le port HTTPS. Et en fait, le système, l'architecture de BMCLX Control M repose sur un service AWS que vous ne voyez pas, mais qui est utilisé indirectement par la solution, qui est un service de JMS et qui permet en fait, au travers de paquets JMS, d'événements JMS, de dialoguer entre les agents et le tenant et donc le contrôle M serveur. Et donc, la sécurisation est faite de manière différente, mais elle est tout aussi forte et elle permet de gérer des traitements cross-infrastructure de manière globale. Donc là, vous allez pouvoir installer des agents on-prem, dans le cloud, partout où vous le souhaitez, de manière complètement transparente, dès lors que l'agent a un accès sortant à Internet, uniquement sortant, eh bien, BMCLX Control M pourra soumettre des traitements dessus. Et donc, ça ouvre tout un univers de synchronisation de traitement pour faire du DataOps, pour faire aussi du DevOps, parce que c'est compatible, et pour faire tout type de workflow, aussi complexe soit-il et aussi complexe soit le panel d'infrastructures sur lequel il s'adresse. Slide suivant. Pour décrire un peu exactement les tendances du marché, donc les services diffusés et mis à disposition par les différents fournisseurs de cloud sont extrêmement pléthoriques et se développent de manière géométrique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a plus de 7000 applications, services métiers sur les différents marchés de l'entreprise. Passer au cloud, alors je le disais en préambule, c'est quelque chose qui est très hybride. C'est-à-dire que très peu de sociétés décident de passer intégralement au cloud, parce qu'il y a des contraintes quand même au niveau de la donnée qui est transférée et qui est mise à disposition de manière globale, alors avec des restrictions et avec des sécurisations qui sont légales, mais qui quand même posent question. Donc généralement, les entreprises, notamment en France, préfèrent garder des choses en legacy de manière sécurisée et puis mettre dans le cloud des choses qui sont, je dirais, data agnostiques et qui n'ont pas de conséquences vis-à-vis du business de l'entreprise. Le cloud est chargé d'une promesse qui est quand même extrêmement alléchante pour un coût qui est quand même plus ou moins maîtrisé et qui est plus ou moins, comment dirais-je, restreint par rapport à ce qu'on fait on-prem. Vous avez accès à une machine qui est mise en place instantanément, contrairement au legacy où vous avez peut-être quand même besoin de temps d'attente pour que certaines plateformes soient mises en place à votre service. Vous avez l'aspect haute disponibilité, l'aspect sauvegarde qui est pris en compte automatiquement. Vous avez toutes sortes d'interfaces qui vous permettent de gérer un réseau virtuel qui est dans le cloud public et qui vous permettent d'aller quand même très, très, très loin. Et puis, vous avez des API
qui sont extrêmement ouvertes et qui vous permettent de faire des choses comme si vous étiez on-prem, mais de manière beaucoup plus efficace. Et donc, tout ça aussi est mis en regard de nouvelles demandes qui s'adressent à notre côté, bien sûr. Donc, la demande croissante de nouvelles intégrations Control-M, parce que ce n'est pas parce que la machine est dans le cloud, qui n'est jamais qu'une autre machine qui se situe ailleurs. Hein, elle est dans le nuage, comme on dit, mais c'est jamais qu'une machine. Eh bien, il faut pouvoir synchroniser des traitements cross-platform, cross-application. Il faut toujours pouvoir transférer des données dessus. Donc, il y a la partie MFT qui est aussi impactée. Il y a la partie Batch Impact Manager avec le suivi des SLA. Et puis, il y a les standards du SaaS, c'est-à-dire le fait que nos clients demandent des améliorations pour que toute la partie cloud ou gestion cloud de Control-M suive aussi les tendances du cloud public, c'est-à-dire les IAM pour AWS, les tokens pour GCP. Donc, on suive les tendances de sécurisation des crédences de connexion qui doivent être en ligne. Et puis, on va le voir hein, au travers de tout ce qu'on va présenter, mais chaque fournisseur de cloud a ses petites manières de faire, ses petits topics. Et donc, il faut qu'on soit capable d'être en alignement avec toutes ces évolutions et qu'on puisse fournir à nos clients ce qu'ils désirent. Donc, slide suivant. On a pris le parti, je pense que ça s'est fait en 2017 ou même légèrement avant, de ne plus développer des contrôles modules en interne et on a créé une page spéciale, enfin c'est ce que Olivier décrivait tout à l'heure, un atelier de développement qui s'appelle Application Integrator, qui est fourni en standard avec Control-M, donc il n'y a pas de module à payer en supplément, c'est inclus. Et on a depuis relativement récemment, ça s'est fait à la sortie du Covid, je crois, on a mis en place une équipe particulière qui s'appelle Integration Factory, qui est gérée depuis l'Angleterre. Enfin, je devrais dire plutôt que c'est une équipe internationale parce qu'il y a des gens en Angleterre, en France et en Israël et aux États-Unis qui sont inclus dans cette équipe et qui ont pour rôle de développer des intégrations au travers de l'Application Integrator. Et ils ont une cadence de sortie d'intégration qui est assez considérable. On sort 2 à 3 intégrations tous les mois, nouvelles, et ces intégrations sont maintenues. Elles sont, alors j'ai le mot en anglais en tête, elles sont durcies pour la prod. Ce n'est pas la terminologie exacte, mais c'est-à-dire que ce n'est pas juste créer une intégration, c'est l'idée qu'on va créer l'intégration et qu'on va la tester dans un contexte de production. C'est-à-dire qu'au-delà de vérifier que l'intégration fonctionne, on va la déclencher 5000 fois et voir si l'intégration fonctionne toujours. 5000 fois en parallèle. Hein. Et donc, c'est ce que fait l'Integration Factory. Ils font des tests de qualité, ils font du vrai Q&A. Et une fois que ça passe tous les tests, et bien à ce moment-là, c'est expliqué, déployé, décrit. Alors, nous, on reçoit des webinars en tant qu'avant-vente qui sont spécifiques sur ces intégrations. On va en parler, bien entendu, aujourd'hui. Mais ces intégrations sont mises à disposition dans une page web spécifique et qui vous permet d'accéder à un petit fichier qu'on télécharge et qu'on va charger, importer dans votre application integrator qui se situe dans l'interface web de Control-M. Et à partir de là, vous avez un nouveau type de job qui est mis à disposition dans la palette des traitements de Control-M pour que vous puissiez ajouter ce nouveau type de traitement dans les workflows que vous mettez en place dans Control-M. Et donc, c'est par ce système-là qu'on résout le principal des problématiques qui sont soulevées par le cloud, mais ça peut être aussi tout type d'outils tiers qui doit être automatisé par Control-M. Slide suivant. Alors là, vous allez avoir une vision globale de ce que nous fournissons actuellement en termes d'intégration. Alors, il faut bien faire la différence. Hein. J'ai dit tout à l'heure que l'Application Integrator était une nouvelle manière pour nous de fournir des intégrations plus rapidement. C'est vrai. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a complètement abandonné la mise à disposition de contrôle modules. Alors, les contrôles modules, ce qu'on appelle des contrôles modules, c'est ce qui est fourni et maintenu par les labs de Control-M. Donc là, c'est les développeurs de Control-M qui font le boulot. Et donc, je peux en citer quelques-uns, évidemment. Le contrôle module pour database, le contrôle module pour SAP, le MFT est un contrôle module. Tout ça, c'est des contrôles modules qui sont fournis, développés par les labs, testés par les labs et maintenus par les labs. Et donc, maintenus aussi par le support. Vous avez tout un autre pan de ces intégrations qui est fourni par l'Integration Factory, qui va être testé et validé par l'Integration Factory
et ce sera aussi maintenu par l'Integration Factory, et vous pourrez quand même ouvrir des caisses au support en relation avec ces intégrations. C'est l'Integration Factory au travers du support qui va vous répondre. Et donc, c'est tout ce système, tout cet écosystème qui est très vivant et qui est aussi dépendant de ce que vous allez nous remonter comme demande, qui va faire qu'on va développer de nouvelles intégrations. Et donc, pour vous révéler un peu du système, on a un système de vote en interne où les avant-ventes remontent du field à chaque fois qu'on vient vous voir ce que les clients mentionnent comme désir d'intégration. Et quand on a assez de votes, eh ben, on va demander à l'Integration Factory de faire un choix et ils vont développer une nouvelle intégration qui sera testée et validée. Je vois qu'on a des questions. C'est utilisable à partir de quelle version de contrôle M? Alors, la majorité des intégrations sont disponibles à partir de la 9.20, je dirais, la 9.20.200 pour être précis. Il est clair que si vous utilisez une vieille version d'Application Integrator et que vous utilisez une 9.19 ou une 9.18 de contrôle M, déjà, je peux vous dire tout de suite que vous êtes en retard, vous aurez peut-être des problèmes d'insertion du fichier dans l'Application Integrator. C'est un peu dommage. Donc, je dirais, commencer à partir de la 9.20.200, ce sera plus propre. De toute façon, je mentionnais tout à l'heure le fait que le début de l'Application Integrator avait eu une jeunesse un peu difficile. Le fait est que l'interface graphique de développement des jobs dans la 9.18 et la 9.19 n'était pas optimum. C'était possible de créer des intégrations, mais ce n'était pas optimum. À partir de la 9.20.200, le gros du système a été corrigé. Et aujourd'hui, on est en 9.21.100, sachant que le Fixpack 100 va sortir pour la 9.21 en fin du mois de mai. Là, vous êtes sur quelque chose qui est béton et qui fonctionne très, très, très bien. Donc, n'hésitez pas, mettez-vous à jour. Toutes les connexions et toutes les intégrations qu'on va vous présenter aujourd'hui ont été développées en 9.20.200. Par contre, à partir de ce mois, l'Integration Factory, l'équipe Integration Factory va livrer des intégrations et des connecteurs qui eux auront été développés à partir de la 9.21. Donc, seront utilisables qu'à partir de la 9.21. Donc, tout ce qui est 9.20.200, bien sûr, est compatible avec la 9.21. Je ne suis pas certain que ce qui aura été développé, enfin, je suis quasiment certain que ce qui aura été développé en 9.21 ne sera pas supporté en 9.20. Même si potentiellement ça pourrait marcher, mais il y a des fonctions de version comme ça qu'il faut faire attention. Et ça fait partie de la documentation de chaque composant qui a été créé par l'Integration Factory. Les prérequis sont bien documentés et un des prérequis ensuite qui est remonté, c'est la version de contrôle M, donc de l'EM et des contrôle M serveurs avec lequel ces intégrations sont compatibles. Ouais. Alors, il y a une deuxième question, c'est quels sont les connecteurs spécifiques de la 21? Ben, j'aurais tendance à dire tout ce qui est à l'écran. Tout a été fait pour que la 9.21 accepte ce qui est présenté. Donc, la totalité de ce qui est présenté à l'écran, ça marche avec vous, quoi. Il n'y a qu'à télécharger, importer et c'est parti. Aujourd'hui, la seule chose que je connais, il y en a deux, et là je m'en souviens que d'un, le Azure Backup par exemple a été développé en 9.21. Tout le reste, c'est de la 9.20.100 ou 20.200. Donc, il va de soi qu'aujourd'hui, nos équipes vont se focaliser à développer les connecteurs, les intégrateurs sur la 9.21. Ouais. Il y a une question qui est en rapport avec BMCLX Control M en mode SaaS. Le Control M Server est forcément chez AWS? La réponse est oui. Après, on a pris le parti de développer BMCLX Control M sur l'infrastructure AWS pour une raison particulière. C'est qu'AWS possède des services que les autres clouds publics ne proposent pas, notamment AWS SQS, qui est donc le système JMS, le serveur JMS qui est lié à AWS. Donc ça, on ne le trouve pas chez Azure, on ne le trouve pas chez GCP. Je parle sous le contrôle des gens qui connaissent très très bien les clouds publics. A priori, je crois que ce système-là n'existe que chez AWS. Et donc, ça nous a paru la solution idéale. Néanmoins, quand vous souscrivez, alors après, je sais qu'il y a des sociétés, des entreprises qui, pour des raisons, je dirais, pas éthiques, mais des raisons de métier,
refusent systématiquement d'utiliser des services stockés chez AWS. Si vous êtes dans le retail, si vous commencez à utiliser AWS, ben, quelque part, vous donnez de l'argent à votre principal concurrent parce que derrière AWS, c'est Amazon. Et ça, je peux le comprendre parfaitement. Malheureusement, on n'est pas prêt de redévelopper BMC LX Control M chez Azure, hein, clairement. Les labs nous l'ont dit assez clairement. Et donc, on est parti sur AWS. Par contre, si ça ne vous dérange pas fondamentalement que ce soit AWS plutôt qu'un autre, en fait, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez absolument pas. Tout ce que vous voyez, c'est l'interface web de Control M, les API de Control M, et vous installez des agents et ça discute. Je le rappelle, hein, la seule contrainte pour qu'un agent fonctionne sur BLMC LX Control M, c'est qu'il puisse sortir uniquement vers Internet. C'est tout. Et on peut même restreindre cette règle pour que ce ne soit que SQS d'AWS qui soit le récipiendaire des communications de l'agent. Donc, AWS ou pas AWS, ça n'a pas d'importance. Je voulais mentionner autre chose. Ah si, on a le tenant AWS IMIA qui est dans les tuyaux. Hein. Il est déjà déployé. Il est juste en phase de test. Il sera stocké en Irlande, à Dublin. Et donc, il sera, pour des questions de GDPR, aussi disponible très, très, très prochainement du côté de l'Europe. Et est-ce que la date de disponibilité de la 9.2100 est connue? Oui, je l'ai mentionné, c'est fin du mois, fin de mai. Fin mai. Donc, prenez vos calendriers, notez la date. Donc, voilà pour les intégrations qui sont toutes disponibles. J'aurais tendance à dire, mettez-vous à jour, parce que tout ça va être disponible. Tout cela vous sera disponible. Et donc, je vais passer la main, je crois, à Olivier. Non, on a encore un dernier slide. Oui, bon, je peux le prendre la main si tu veux. En fait, j'ai juste mis le slide par rapport, ça c'est un petit peu l'introduction de ce que l'on va discuter aujourd'hui. Donc, j'ai mis un slide avec l'adresse, c'est la page de documentation de toutes les intégrations qui ont été réalisées. Bon, vous ne les voyez pas toutes, hein, j'ai juste mis celles où on avait Azure et Google, de toutes les intégrations qui ont pour l'instant été développées par Integration Factory et qui vous sont donc disponibles et supportées par BMC et que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez derrière, en cliquant sur un des liens là, avoir la documentation spécifique de chaque connecteur, notamment savoir un petit peu tout ce qu'on va vous raconter par la suite, comment créer le profil de connexion pour pouvoir l'utiliser et ensuite comment configurer, le paramétrer pour pouvoir l'utiliser. Alors, allons-y. Donc, là, des intégrations Microsoft Azure. Alors, pour l'instant, nous avons sur Microsoft Azure, nous aurons à la fin du mois 12 intégrations, avec 2 intégrations de type stockage, donc, qui permettent de déplacer des données de et vers le stockage de façon native, donc Azure, que ce soit du stockage de type Blob ou du stockage de type Data Lake génération 2. On a ensuite le composant Azure VM pour pouvoir piloter et orchestrer ces VM et ainsi éviter des coûts, on va dire des surcoûts cloud liés à des VM qui seraient provisionnés mais pas nécessairement utilisés, ou voire même des VM qui sont démarrés mais qui ne sont pas utilisés. Et après, on a différentes fonctions, des fonctions serverless de type Azure Functions, comme aussi des fonctions comme Azure Logic Apps, ou bien des fonctions ensuite plus liées à l'analyse de données, comme le Azure Databricks, le Azure HD Insight, et puis des fonctions d'analyse un peu plus poussées de données, et notamment de machine learning avec Azure Synapse et Azure Machine Learning. Sans oublier le Power BI, le module Power BI pouvant être hébergé et donc pouvant tourner sur Azure. Donc toutes ces intégrations-là, ces 12 intégrations, ont été développées par Integration Factory, sont disponibles si vous avez un contrat de support BMC sur le site qu'on appelle EPD chez BMC, epd.bmc.com, c'est Electronic Product Download, et au même titre que d'autres modules, vous chercherez sur votre page
intégration, mettez intégration et là vous allez avoir intégration 11.0.0 et vous allez retrouver la liste de toutes ces intégrations Azure disponibles. Alors, on supporte 2 mécanismes d'authentification sur Microsoft Azure. Le premier qui s'appelle Service Principal et l'autre qui s'appelle Manage Identity. Donc, pour les spécialistes d'Azure, tout ça, c'est connu. Juste rapidement, le Service Principal, c'est un service dans lequel on doit mettre des informations de connexion et qui donc peut être utilisé si on veut se connecter au cloud à partir d'agents qui sont on-premise ou en tout cas qui ne sont pas directement des machines, des VM Azure. Donc en gros, dans un service principal, vous devez mettre un certain nombre d'attributs de connexion qui vous seront donnés par vos administrateurs Azure en relation avec les services que vous allez vouloir utiliser. On va voir des exemples par la suite de ces éléments de connexion qui sont nécessaires. Alors le Manage Identity est un autre mécanisme d'authentification. En fait, vous allez faire tourner votre agent Control-M sur une machine, une VM Azure, et c'est cette machine VM Azure qui, elle, c'est sur cette machine VM Azure que votre administrateur Azure aura déployé, aura défini des rôles, aura défini des permissions, aura défini des accès. Donc, tout traitement qui sera lancé à partir de cette machine héritera des droits et des permissions de cette machine. Donc, d'un côté, et c'est le cas le plus aujourd'hui qu'on rencontre le plus, on doit rentrer des attributs de connexion et qui ne sont pas le user password. Parce que comme Fred l'a dit, on s'est quand même mis un peu à la page sur les pratiques les plus utilisées, les plus récentes et les plus utilisées par le marché. Soit le Manage Identity, si vous êtes un client vraiment très mature sur Azure et qui utilisait déjà des VM sur Azure et que vous allez utiliser ce mécanisme pour passer des droits et des permissions. Voilà. Alors, des exemples de mise en œuvre. On va commencer par, donc on va faire ce matin, on va faire Azure VM et Azure Functions. Alors, Azure VM, c'est tout simplement l'implémentation de machines virtuelles et donc le provisioning de machines virtuelles au sein de Azure. Alors, sur Control-M, comme je l'ai dit, pour pouvoir piloter Azure, et donc notamment déclencher des traitements, et un des traitements possibles, c'est orchestrer et piloter des machines virtuelles Azure, donc des VM Azure, on doit commencer par se créer ce qu'on appelle un profil de connexion. Alors, les administrateurs ou les utilisateurs de Control-M savent ce que c'est. Un profil de connexion, ce n'est ni plus ni moins c'est un élément, c'est un objet Control-M qui permet de définir la méthode de connexion à l'environnement tiers auquel on va se connecter. Donc, concernant les profils de connexion qui vont donc définir quel protocole et quelle méthode de connexion on va utiliser pour se connecter à Azure pour piloter ces VM. Donc, dans Control-M, vous avez un formulaire à remplir, le formulaire que vous voyez à droite. Vous allez avoir deux méthodes possibles donc pour Azure VM. Comme on l'a vu précédemment, le Service Principal et le Manage Identity. Là, ce qu'on vous présente, c'est le formulaire pour le Service Principal. Et là, pour le coup, vous allez devoir rentrer au minimum votre tenant ID, votre application ID, potentiellement un client secret si vous en avez défini un, et si vos administrateurs Azure ont défini ces éléments dans l'Active Directory Azure, et vous devez spécifier aussi l'URL de connexion d'Azure. Donc en gros, dans Control-M, vous devez créer un profil de connexion. Ce profil de connexion apparaît sous forme de formulaire. Dans ce formulaire, vous devez rentrer vos identifiants à différents niveaux qui vont vous permettre d'accéder à votre tenant Azure, à l'application que vous voulez, et vous allez pouvoir ensuite déclencher, suivant les permissions, ce que vous allez pouvoir faire. Tout ça, si vous ne les connaissez pas,
il va falloir remplir ce formulaire en relation avec vos administrateurs Azure et notamment les administrateurs de l'Active Directory Azure qui gèrent la sécurité et qui gèrent les accès sur la plateforme Azure. D'un point de vue contrôle M, sinon, c'est globalement facile. Il y a 3-4 champs à remplir et c'est très simple. Une fois que vous avez créé ce profil de connexion sur Azure, vous allez ensuite créer vos jobs et vous allez donc utiliser le connecteur ici, donc le connecteur Azure VM, et vous allez pouvoir définir différents jobs qui pourront réaliser différentes opérations. Les opérations supportées par le connecteur Azure VM sont le démarrage de la VM, l'arrêt de la VM, la suppression de la VM ou la désallocation et ainsi que le reset qui est de fait en faire un reboot. On peut aussi créer une VM à partir de contrôle M et on verra par la suite quels sont les éléments à fournir. Donc, vous avez les champs à remplir classiquement de contrôle M avec un contrôle M serveur, un contrôle M host ou host group qui correspond à l'agent qui va exécuter cette méthode. Vous spécifiez le profil de connexion, vous devez donner un nom de VM et vous allez sélectionner dans la liste déroulante qui est là si vous allez vouloir arrêter, démarrer, rebooter, etc. la VM. Vous pouvez choisir d'avoir vous avez ici un petit bouton qui s'appelle Get Logs qui permet d'avoir pour chaque opération un résumé sous format JSON de la VM. C'est-à-dire, vous allez avoir sous format JSON toutes les caractéristiques de la VM sur lesquelles vous travaillez. Bon, après, vous avez le nombre de secondes pour lequel, en fait, vous allez voir qu'on verra à la fin qu'on a un système en fait de log qui, parce que quand on lance ce genre de process sur Azure, bien sûr, la VM, si on la crée, met un certain temps à se créer. Si on la démarre, elle met également un certain temps à démarrer. Donc, on a une boucle intrinsèque au connecteur qui va donc boucler, qui va vérifier l'état de la VM jusqu'à avoir un état, on va dire, success ou un état d'échec par rapport à la fonction qu'on a demandé. Donc, si je reviens ici, on sélectionne, c'est très simple. Hein, pour tous les gens qui font du contrôle M, on retrouve un formulaire de définition de job. On aura juste pour Azure VM donc à spécifier le connection profile. On sélectionne dans la liste déroulante opération une des opérations qui est possible. Et suivant les opérations, il y aura potentiellement des paramètres à fournir en plus qui seront à fournir sous format JSON, notamment pour la fonction de création ou de mise à jour de la VM. Alors vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je sais le contenu, par exemple, en cas de création que je dois mettre pour être sûr que ça va fonctionner? Alors la réponse est simple, c'est qu'il faut en fait, contrôle M est là pour répéter des tâches. Donc, ça veut dire qu'au moins cette tâche aura été préalablement définie dans Azure. Et donc, vous allez devoir travailler avec un administrateur Azure, peut-être que vous l'êtes vous-même. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir créer une VM. Et lors de la création de la VM, il y a moyen, en cliquant sur et ensuite, une fois que la VM est créée, là ici, on a simplement une page d'une VM qui est créée dans notre environnement de démo BMC, et on peut cliquer sur JSON View pour obtenir le fichier JSON correspondant à la VM telle qu'elle a été définie dans Azure. Il suffit dès lors de copier ce fichier JSON pour ensuite le mettre dans la case ici, Optional Input Parameters, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Une fois qu'on a donc obtenu ça, comme tout job, on peut lancer le job et on verra, je vous montrerai ensuite tout à la fin du webinaire, comment est-ce qu'on récupère donc les logs. On peut récupérer les logs de l'action qui est lancée. Dans le cadre ici de Start VM, dans les logs, on va avoir le type d'action qui est lancée et on va retrouver ensuite la boucle qui est ici Monitor Completion, qui va plus ou moins boucler longtemps jusqu'à obtenir, dans le cas du démarrage de la VM, un statut de VM qui soit VM running ou VM not running. Et bien sûr, on va vérifier
suite à l'exécution de toutes ces tâches si le job control M s'est déroulé correctement ou pas. C'est un petit peu le schéma des logs que vous aurez dans tout le lancement des fonctions d'activité, donc d'appel de fonctions cloud via control M ou Elix control M. Si vous avez Oui, puis coché même la d'une fonction… manière générale, attends, excuse-moi, d'une manière générale, c'est l'algorithme de déclenchement des choses, enfin des actions qui sont à travers les API. C'est-à-dire, effectivement, on fait un post, ça déclenche un truc de manière asynchrone dans l'outil tiers, et ensuite il y a une deuxième partie. Enfin, la réponse du post inclut un identifiant unique, et puis après on fait un polling, un cycle où on va faire un get de l'état de l'identifiant qu'on a déclenché. Et donc, c'est pareil pour effectivement les actions dans les univers des clouds publics. Pour les actions des clouds publics, on suit le même schéma. Pardon, je voulais juste compléter. Je te laisse poursuivre. Si vous cliquez sur la fonction getLog, donc je vous ai vu au moment de la Azure VM, pour faire, il y a un bouton de sélection getLog, vous aurez à chaque appel justement comme l'a dit Fred, de vérification de l'état de la fonction que l'on a appelée, donc réellement du code retour de la fonction qu'on a appelée, on peut obtenir les logs de la fonction. Et à partir de là, quand vous faites par exemple une start VM ou une create VM ou que vous agissez sur une VM, on retrouvera sous format JSON les caractéristiques de la VM telle qu'elle est au moment où on a fait cet appel. Donc voilà pour la partie Azure VM. Un exemple maintenant d'appel à une fonction serverless sur Azure. Donc, juste là, on a pris le parti de présenter Azure Function. Donc, Azure Function, c'est vraiment du serverless pour soit, en gros, lancer des scripts ou lancer tout simplement des opérations et des fonctions sans du tout provisionner de machine. On définit juste un script, on donne le type de script que l'on veut lancer et Azure se débrouille pour faire ce qu'il faut faire. Et on peut aussi lancer des appels via des fonctions HTTP. Et là encore, Azure se débrouille pour vous fournir une réponse. On a mis ici le lien vers la doc. Là encore, vos administrateurs et développeurs Azure sauront exactement de quoi il s'agit. Alors, donc Azure Function fonctionne lui aussi avec, dans les deux façons, donc avec les deux mécanismes de connexion que l'on a introduits précédemment, à savoir Service Principal et Manage Identity. Et là encore, vous allez pouvoir retrouver les éléments de connexion, soit ce sont vos, excusez-moi, vos administrateurs Azure qui vont vous les spécifier, soit vous pourrez, si vous avez accès au portail, vous avez suffisamment de droits, vous pourrez les retrouver au niveau de vos éléments de connexion sur Azure. On vous a mis sinon le lien vers la documentation qui explique un petit peu comment, par rapport à une application, vous pourrez retrouver ou créer les identifiants nécessaires pour pouvoir se connecter. D'un point de vue, donc il faut obtenir ces informations. D'un point de vue contrôle M, c'est tout simple, on retrouve le même formulaire, on crée un profil de connexion et on rentre les identifiants nécessaires pour pouvoir se connecter au service Azure. Alors, on a plutôt tendance, nous, à faire des profils de connexion dédiés par fonction appelée. Je pense que sur Azure, il est possible d'avoir, si on utilise toujours son compte et son même compte de connexion, donc plus ou moins toujours la même méthode, qu'on peut avoir des profils de connexion qui peuvent être partagés et utilisés pour appeler différentes fonctions. On verra que potentiellement chez Google ou chez d'autres providers de cloud, il y a des URL notamment qui sont spécifiques pour pouvoir se connecter aux différentes fonctions. Et donc là, on privilégiera plutôt le fait de créer des profils de connexion spécifiques
par intégration appelée sur les services cloud. Donc Azure Function Using Service Principal, ça marche exactement un peu la même chose que la façon dont le Azure VM. On retrouve le même formulaire avec les mêmes champs à remplir. Et on peut là également sur Azure Function passer en mode Manage VM, où là ce sont Manage Entity, où là vous allez juste avoir il y aura aucun élément à remplir. Ce sera uniquement les droits et permissions seront uniquement hérités de la machine VM sur laquelle vous ferez tourner l'agent qui lancera la fonction. Une fois qu'on a fait ce profil de connexion, pour lancer Azure Function, c'est très simple. On a juste à spécifier un agent, on a à spécifier un profil de connexion. On a ensuite à spécifier un nom de fonction, le nom de la fonction que l'on va nous lancer et utiliser. On définit ensuite le type de fonction que l'on va lancer. Ici, cette fonction s'appelle hello. On doit remplir d'un point de vue paramètre JSON, on doit remplir des paramètres d'entrée utilisés par la fonction définis par le function name. Tout ça sur format JSON. Et là, on est dans ce formulaire, sur un formulaire de type activity. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez l'opportunité aussi sinon de choisir le type de fonction HTTP, de remplir le paramètre et votre job Azure Function est défini. J'en ferai tourner un juste à la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions déjà sur la partie Azure et tout ce que je vous ai présenté, donc que ce soit pour Azure Function ou Azure VM, fonctionne de la même façon pour toutes les autres intégrations que l'on a un peu survolées pendant la présentation. Il n'y a pas de questions actuellement sur ce que tu as présenté. Alors, on enchaîne sur Google. Google, aujourd'hui, on a 8 intégrations qui ont été développées. On est natif, et ça, c'est très important, bien sûr. On a une intégration native pour déployer de la donnée, du fichier de et vers n'importe quel élément de Google Cloud Storage. On peut ensuite lancer, comme sur Azure, des machines virtuelles qui s'appellent Google Compute Engine sur l'environnement GCP. On peut se connecter à l'environnement Google Batch, on peut faire du Cloud Composer. Ensuite, on a tout un tas de fonctions qui sont liées au DataOps et à de l'analyse et à de la manipulation de données. Et aujourd'hui, et donc, il y a là aussi pour pouvoir utiliser ces services, on s'appuie sur les mécanismes d'authentification qui sont, on va dire, les plus en vogue aujourd'hui sur Google Cloud Platform et qui correspondent exactement aux mêmes, ils ont un peu les mêmes fonctionnalités et le même comportement que les mécanismes d'authentification que je vous ai présentés sur Azure. À savoir qu'on a un mécanisme qui s'appelle Service Account, qui lui est basé sur ce qu'on appelle un Application ID et un mot de passe qui s'appelle Client Secret, qui sont définis et disponibles sur la page et sur le portail Google Cloud Platform et qui peuvent être utilisés. Cette méthode d'authentification Service Account peut être utilisée à partir de n'importe quel agent Control-M importé, installé et tournant sur n'importe quelle VM, que ce soit une VM on-prem ou une VM AWS Cloud autre que GCP. Et on a, ou GCP aussi, si on veut absolument utiliser ce mécanisme d'authentification. Et on a, de même, identiquement à Azure, on a le mode Manage Identity, qui donc lui ne requiert aucun identifiant de connexion et qui est uniquement disponible sur les VM GCP, puisque c'est comme sur Azure, dans Google, on peut définir des droits et des permissions et des accès, les relier à des VM et toute activité qui sera lancée à partir de cette VM héritera des droits et des accès de la VM. Donc, si vous utilisez un agent installé sur une VM GCP qui a
elle, des droits et des permissions pour ensuite agir sur l'ensemble de votre project Google Cloud Platform, et bien, vous hériterez des droits de celle-ci. Alors, les exemples de mise en œuvre, on va faire comme sur Azure, on va faire Google VM et on va faire un exemple serverless, et vous verrez que ça se comporte à peu près de la même façon. Donc, d'un point de vue de VM, là encore, on doit créer un profil de connexion. Ce profil de connexion, on doit d'abord choisir le type de profil que l'on veut lancer. Si on choisit Service Account, eh ben, on va devoir spécifier d'abord, on va devoir spécifier l'URL. On va devoir spécifier l'URL de connexion qu'on va utiliser pour Google. Ici, pour la partie GCP Compute, ça s'appelle Compute Google API. Voilà, vous avez la ligne ici, et c'est celle-ci qu'il faut remplir pour la partie Google VM. Et vous devez utiliser ensuite remplir le service Account Key pour pouvoir se connecter. Olivier, une petite question, excuse-moi. On a quelqu'un qui demande si tout est compatible en 20.200. A priori, je pense que oui. Il n'y a pas eu de modification, notamment pour prendre en compte certaines crédences de connexion bien spécifiques? Alors, toutes les crédences de connexion que je vous présente aujourd'hui sont disponibles en 20.200. Ok, tu as répondu à la question, c'est parfait. Si par contre, il y a d'autres crédences qui vont être prises en compte, alors, il me semble par exemple qu'on a rajouté un type de connexion, donc un type de crédence, pour AWS à partir de la V21. Donc à partir de là, on pourra utiliser ce type d'authentification qu'avec une V21. Puisque pour pouvoir vous fournir ces types d'authentification, ces mécanismes d'authentification, il faut travailler sur le moteur Control-M. Ce qu'on vous présente sous format de formulaire et de liste disponible de types d'authentification correspond à des méthodes qui sont implémentées au sein de Control-M, notamment au sein de l'EM, du Control-M serveur et de l'agent, pour que lui puisse utiliser ces mécanismes d'authentification avec les services cloud qu'il va appeler. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est de la 2200. Si jamais il y a des méthodes d'authentification dont vous avez besoin, que vous allez nous demander, parce que ce sera des authentifications qui seront utilisées dans le futur pour se connecter aux plateformes cloud, là, elles seront rajoutées dans les prochaines versions de Control-M, et il faudra se mettre à jour avec cette version de Control-M pour avoir accès à ces mécanismes d'authentification. Ok, Donc, merci Olivier. sur Google, on choisit la méthode d'authentification. Si on choisit Service Account, il y a un certain nombre de champs à remplir, et on vous a mis, parce que vous allez recevoir la presse, on vous a mis le lien justement pour comprendre comment récupérer ces paramètres d'authentification. Si vous ne savez pas comment faire, je l'ai déjà répété, vous avez des administrateurs Google et des gens dont c'est le métier de gérer la plateforme GCP chez vous. Vous pourrez, je pense, très facilement leur demander la question, et ils vous fourniront dès lors l'information dont vous avez besoin. Donc, on construit son profil de connexion. Ensuite, une fois qu'on a son profil de connexion, on retrouve un formulaire classique de création de job dans Control-M, sauf que là, le job type qu'on a sélectionné, c'est GCP VM. Tout à l'heure, on avait Azure VM. On donne un nom, on fait une description, on dit là où il va tourner dans Control-M. On sélectionne le profil de connexion qu'on a créé juste précédemment, et on va pouvoir derrière, on va devoir remplir certaines zones, notamment ce qu'on appelle un Project ID. Un Project ID chez Google, ça correspond en fait à un profil d'équipe, c'est-à-dire que c'est une partie sur laquelle vous avez les droits de faire des choses. Enfin, vous avez des accès permissions particuliers sur des Project ID. Et donc ça, là encore, c'est de la pure administration Google, et il faudra que vous sachiez au préalable, avant de pouvoir créer des VM ou agir sur des VM dans Google, à quel project elles sont rattachées, et obtenir le Project ID
de la VM. Donc là encore, de façon très simple, on a le menu déroulant qui permet de sélectionner les opérations disponibles qui vous sont rendues disponibles par le connecteur, qui sont la création d'une VM, l'arrêt, le redémarrage, l'arrêt, donc le démarrage, excusez-moi, l'arrêt, le démarrage, le redémarrage, la suppression d'une VM. Donc suivant les cas, suivant les opérations que vous allez suivant les opérations que vous allez fournir, il faudra que vous allez sélectionner, il faudra fournir un certain nombre de paramètres. Dans le cadre de la... Donc là, notamment, si vous devez faire, par exemple, un stop and start, très important, c'est de mettre l'instance name de la VM que vous allez redémarrer. Dans le cas où vous faites une création, vous allez devoir mettre le nom d'un template, ou bien, et vous allez aussi devoir mettre ces paramètres sous format JSON. Donc le formulaire est assez facile à remplir, il est assez compréhensible. La seule difficulté, comme pour la VM Azure, c'est d'avoir le JSON au bon format pour pouvoir le mettre dans le cadre d'une demande de création. Et là encore, c'est pas très complet. Alors, il y a encore autre chose. Donc là, c'est pour faire un récapitulatif de toutes les fonctions qui sont disponibles. On a aussi un bouton Get Log qui permet d'avoir les détails de la VM qui sont créés ou les détails de la VM qu'on est en train d'utiliser ou sur lequel on est en train de lancer des actions. Et on retrouve aussi par rapport à la fonction qui boucle pour faire le suivi de l'appel asynchrone, vous allez pouvoir définir l'intervalle de polling en secondes. Et aussi un truc que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, un paramètre qui s'appelle tolérance. C'est le nombre de fois où le job va se réexécuter automatiquement en cas d'échec lors d'une tentative. On peut très bien avoir, par exemple, un problème de connexion momentanée entre la plateforme Control-M et l'environnement cloud cible. Ça permet ceci de gérer ce type de connexion, problème de connexion intermittente. Alors, comment est-ce qu'on obtient le JSON de la création d'une VM sur Google? Quand vous êtes dans votre portail Google, vous allez à un moment aller vers le service Compute Engine. Vous allez pouvoir faire Create Instance. Vous allez spécifier le type de machine que vous voulez. Et une fois que vous allez avoir rempli tous les éléments nécessaires, vous allez avoir un petit bouton dans la liste là. En bas, vous allez pouvoir la créer, cancel. Vous allez dans le menu ici, vous allez avoir une option qui s'appelle équivalent REST. Et cette équivalent REST va vous fournir le JSON qui sera nécessaire qu'il sera nécessaire de fournir et d'entrer dans votre job Control-M si vous voulez répéter la création de ce type de VM de façon automatique. Donc à chaque fois, on n'invente pas les données que l'on doit mettre dans le formulaire Control-M, notamment si c'est une structure JSON de paramètres. Tous les éléments sont disponibles à partir des portails, que ce soit Azure ou GCP. Une fois qu'on a fait ça, on peut bien sûr lancer son job. Et comme sur Azure, là encore, on va retrouver le type d'opération qu'on a lancé. Donc ici, c'est une opération exécute, donc de lancement. Et on va avoir ensuite l'état du job et notamment donc les logs sont un peu différentes entre les deux. Tout dépend bien sûr des messages que nous renvoie la plateforme cible. Il est évident que Google ne va pas nous renvoyer les mêmes messages que Azure, et donc on a aussi une façon de les gérer, de les manipuler qui est différente. En tout état de cause, à la fin, vous aurez toujours un exit code qui soit 0 ou autre pour signifier que le job Control-M a bien fonctionné ou pas, ce qui pour vos équipes d'opération sera le plus important. C'est là, s'il y a un exit code différent de 0, c'est là qu'ils verront que le job passera en KO, en rouge, et que ça ensuite interagira avec les autres jobs dans les workflows. Alors, Dataflow
c'est un exemple de type, on va dire, serverless d'appel à une fonction serverless donc de service Google, GCP. Et c'est un data flow, voilà, ça permet de faire des workflows qui permettent de récupérer et d'exécuter un certain nombre d'opérations sur de la donnée. En gros, on va créer des pipelines d'activités sur de la donnée en utilisant Google Data Flow. J'avoue, j'en suis pas un spécialiste. On vous a mis ici le lien pour avoir de la documentation. Là encore, dans Control M, le but est de discuter avec les gens, avec les spécialistes qui mettent ça en œuvre dans les environnements. Et le but est de pouvoir simplement mettre en œuvre dans Control M ces services pour les intégrer avec d'autres services, avec d'autres activités qui peuvent être des activités liées à la récupération de données sur des domaines on-prem et legacy. Et surtout de pouvoir les répéter et les planifier et les faire superviser par vos équipes d'opération, permettant ainsi aux équipes qui sont spécialistes de ce type de service d'en développer et d'en fournir d'autres à vos différentes équipes. GCP Dataflow, là encore, on doit créer un connection profile. Le connection profile de type Google, on l'a vu tout à l'heure, il est relativement simple. Manage Entity VM ou bien Service Account. Dans le Service Account, on doit fournir la clé sous format JSON et elle est disponible directement. On peut la récupérer à partir du portail GCP. Et on vous a mis là aussi le lien vers la doc qui permet de comprendre comment on peut récupérer les éléments à partir du portail dans le cas ici de GCP Dataflow. Donc, on crée son connection profile. Une fois qu'on a son connection profile, GCP Dataflow, toujours la même structure dans Control M. On a donc un formulaire qui est défini suivant le type de job qu'on utilise, ici Google Dataflow. Et donc, on va avoir, là encore, à spécifier le connection profile. On doit spécifier un project ID, puisqu'on est dans Google. On doit spécifier une région vers laquelle on va lancer, sur lequel on va lancer le service. On doit définir ici un template. Donc, le template, il vous aura été au préalablement fourni et développé par un spécialiste Dataflow dans Google. Et vous allez derrière vous allez devoir définir un type de template et vous allez derrière devoir définir là où on va trouver le template. Et là, pour définir ce chemin, il va falloir spécifier tout simplement l'URL sous format Google Cloud Storage d'un bucket de stockage Google. Et vous allez devoir définir ce bucket et le chemin et le nom du fichier, on va dire JSON, qui contiendra le template du workflow Dataflow que vous allez vouloir lancer. On retrouve toujours ensuite les mêmes options à remplir. Le paramétrage du job sous format JSON, et puis différentes notions de log et de pôle d'intervalle tel qu'on l'a vu précédemment. Donc au final, on aura un peu ce type de job définition. Donc là, on a mis en plus ici toutes les informations correspondant donc au nom du job. Et ici, donc on va retrouver, là on a l'extraction de toutes les données du formulaire tel qu'on pourrait le retrouver si vous vouliez lancer le même job correspondant au formulaire à droite avec les notions d'API, d'API Control M. Je vous rappelle qu'on peut, dans Control M, on peut définir des jobs de façon graphique avec un formulaire ou les définir sous un format JSON pour pouvoir être ensuite lancé avec la fonction d'API Control M et ce qu'on appelle le job as code. Alors, les notions de paramétrage ici du format JSON,
eh ben, on les retrouve là encore. On vous a donné un petit peu la façon de faire, parce que c'est un petit peu la difficulté, c'est ce qui est important de comprendre et de connaître pour pouvoir créer et utiliser ces types de jobs. Donc, vous allez sur votre portail Google Cloud Platform, vous allez à un moment aller tout simplement aller chercher donc les templates au niveau de vos services Dataflow. Vous allez créer exactement faire la même chose en disant je simule la création d'un job Dataflow dans Google à partir d'un template. Vous allez quasiment jusqu'au bout, sauf qu'au lieu de le lancer, ce job Dataflow, vous cliquez sur un équivalent REST et là, vous allez obtenir le paramètre, donc la structure JSON qu'il faudra récupérer. Donc, c'est dans Launch Parameter, vous récupérez cette structure JSON et qu'il faudra donc copier et qu'il faudra coller dans le formulaire au niveau donc du champ Parameters du formulaire de création de job Dataflow dans Control-M. On arrive à la fin. Alors, j'ai juste... pardon, excusez-moi. On va finir un petit peu... voilà, je voulais juste faire une petite conclusion en disant à quoi ça sert. Je vais vous donner un exemple réel qui a été développé chez un de nos clients américains. C'est un industriel agroalimentaire. Donc lui, c'est un cas typique d'utilisation de gestion de données. Donc il va d'abord ingérer des données. Donc ça, c'est un exemple qui existe vraiment. Il ingère d'abord des données en provenance de différentes bases de données sur on-prem, donc sur site. Ces données vont être ensuite transférées et structurées donc sur du cloud. En l'occurrence, ce client utilise le cloud Azure. Donc on va transférer ces données sur du stockage Azure. Elles vont entrer ensuite dans différents dans différents mécanismes d'ETL et services ETL tels que l'Informatica Cloud System. Il va utiliser de la fonction Azure Data Factory. Il va aussi utiliser du Databricks sur Azure. Une fois qu'il a donc récupéré ces données, qu'il les a transformées, il va ensuite les utiliser au sein de VM Azure qu'il aura provisionné. Il va aussi récupérer des données et récupérer des paramètres qu'il va utiliser dans les fonctions Azure Functions. Et il va positionner tous ces résultats dans un data lake Snowflake qui fait partie aussi des intégrations que nous supportons. Et à partir des données qui seront dans Snowflake, ce client a créé des rapports Power BI sur Azure pour pouvoir fournir les résultats de tous ces calculs aux personnes qui les souhaitaient et qui en avaient besoin. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qui a été fait et qui sont basés sur toutes les intégrations, les types d'intégrations dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions et des réponses? Alors, pour l'instant, je regarde les questions. On n'a rien d'affiché de nouveau. Donc, on peut éventuellement laisser quelques secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie questions de l'interface GoToWebinar. Posez toutes les questions que vous souhaitez. On peut peut-être éventuellement enchaîner. En attendant que les questions arrivent, voilà. Notre prochain rendez-vous, c'est le 22 juin, c'est au Salon des Arts et Métiers. C'est notre Tech Day annuel ou biannuel qui aura lieu donc le 22 juin. Vous pourrez vous inscrire assez rapidement, on vous enverra les invitations. Le sujet du prochain BMC DBA Tech Day, c'est un retour sur la V21, les spécificités de la V21, et bien sûr, comme la V21.1, donc la 21.100 sera sortie puisqu'elle sort à la fin du mois, on vous présentera les nouveautés de la 21.100. Voilà, on vous y attend nombreux, sachant que généralement l'après-midi constitué de tables rondes où vous, clients et acteurs du monde Control-M, pouvez discuter de différents sujets sous le contrôle et sous la houlette de quelqu'un de BMC qui sera juste là pour, on va dire, orchestrer ces discussions. Donc, la matinée, on vous fait des présentations et ensuite, l'après-midi, il y a des tables rondes.
Alors, on a quelques questions qui arrivent. Déjà, il y a des personnes qui nous remercient parce que c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci. L'enregistrement de la présentation sera diffusé sur GoToStage, qui est une plateforme spécifique à GoToWebinar. Donc, si vous cherchez sur Google GoToStage et vous recherchez le channel BMC France, je crois, vous pourrez retrouver tous les enregistrements de tous les webinars qu'on a fait. Et donc, celui-ci sera mis en ligne d'ici, je pense, fin de semaine prochaine. Et de toute façon, vous aurez des mails de suivi avec l'accès aux slides qu'on a présentés et le lien GoToWebinar pour revoir ce qui a été enregistré. Une autre question, avez-vous des use cases liés à de l'événementiel tels que des usages avec des fils PubSub? C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Alors en fait, non, en fait, oui, on a un seul client qui est celui qui pose la question, qui est utilisateur de PubSub. Alors, sachant qu'on a développé un contrôle module pour PubSub, si je ne dis pas de bêtises, qui est fonctionnel, mais j'ai bien peur que ce client soit le seul parmi nos clients à mentionner qu'il les utilise PubSub. Donc, je suis désolé, mais non, il n'y a pas d'autres cas d'usage. Et même en questionnant d'autres je rigole. Même en questionnant d'autres avant-ventes dans le monde, en fait, le service PubSub n'est pas très exploité. Alors, je suppose qu'il est très très bien, mais effectivement, il n'est pas Mais bon, surexploité. pour Avez-vous un module l'instant, date? Pardon, vas-y, Olivier. non, c'est-à-dire que pour l'instant, de toute façon, sur la partie PubSub, on a quand même fourni quelque chose. C'est pas intégration factory, mais on a fourni quelque chose. Oui, OK. effectivement. Avez-vous un module pour du data platform GCP? Pas que je sache, Olivier. Est-ce Non, qu'on a pas une encore. réponse là-dessus? Non. Non. Par Mais contre, ça fait partie des que éléments la qu'on peut personne remonter qui vers pose ces l'intégration questions, factory. voilà, la personne qui pose sa question, voilà, je vous ai affiché le slide pour aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter et envoyez-moi la question. Et moi, je referai remonter. C'est ce qu'on vous a dit aujourd'hui. La mécanique de priorisation et de définition de la liste des connecteurs qui sont développés par BMC passe par notre canal. Donc, si vous avez ce type de questions, en l'occurrence, et que vous avez mon adresse, olivier_lazis@bmc.com, ou si vous connaissez un autre avant-vente avec lequel vous avez l'habitude de discuter, ça peut très bien être mathieu_petit@bmc.com. Envoyez-nous des emails et ça nous permettra nous de remonter à l'équipe Intégration Factory et de partager le fait qu'il y a ce type de demande. Très bien. Pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Et voilà, très très important, on vous a présenté ce qui se fait aujourd'hui. Si vous avez notamment, je vous ai présenté des exemples spécifiques. Si vous souhaitez notamment aller plus loin et revenir sur, là je vous ai présenté Google Dataflow. Si vous voulez qu'on fasse et que je vous présente la même chose pour Google Cloud Composer ou Google Data Proc ou bien Azure Logic Apps, etc., n'hésitez pas à me contacter. On a le même type de slide et je serai ravi de repasser 10 minutes, un quart d'heure avec vous sur le cas spécifique que vous voudriez voir. Très bien. Eh ben, j'espère que ce qui a été expliqué et démontré vous sera utile. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus de détails. On est toujours à votre disposition. Et puis, j'espère qu'on vous verra à notre événement du 22 juin. Une fois de plus, merci pour votre attention et puis votre disponibilité. Merci beaucoup à Olivier pour toutes ces explications. Bon à savoir, on a d'autres webinars, d'autres événements physiques qui vont avoir lieu. Donc, on vous donnera les dates au fur et à mesure. Mais vous le savez, on a toujours des Tech Day une ou deux fois par an, généralement 2 fois par an. Le prochain, après celui de juin, ce serait plutôt vers septembre-octobre. Et puis, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon déjeuner et puis bonne fin de journée, bonne continuation et à très bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.